Bonjour, bonjour tout le monde qui se connecte et aux personnes qui nous écoutent en replay. Il y a déjà, je pense, une petite trentaine de personnes qui arrivent doucement. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si, un, ça fonctionne, vous nous entendez bien, et deux, si c'est la première fois que vous écoutez un de nos webinaires, si vous avez déjà vu un webinaire, ou si c'est le tout premier pour vous. Je suis vraiment curieux de le savoir. Puis bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent en replay. Pendant que les gens se connectent, là, il y a toujours un petit délai du début, puis nous disent que ça fonctionne bien. Euh, je vais le dire d'avance, il pleut beaucoup chez moi. Fait que si jamais ça plante, si jamais il y a des lags, quoi que ce soit, n'hésitez pas à rafraîchir la page. Et si la nature décide de tout couper, bon, on se reprendra. Il y a pas vraiment de problème. Voilà, Et du aucun côté souci. et du côté de Sonia, il y a une garderie à côté, donc si vous entendez des enfants, n'hésitez pas à le dire aussi dans le chat. Exact. Si vous entendez des bruits d'enfants en arrière, C'est c'est pas pas des enfants bizarre, là, enfermés. c'est pas Ouais. exact. C'est une garderie, c'est pas autre chose. Super. Il y a Martine qui dit que ça fonctionne, trop cool. Ouais, dites-nous dans le chat, est-ce que c'est la première fois que vous nous regardez en webinaire? Est-ce que c'est la deuxième, troisième fois? Si aussi ça fait déjà quelques fois. Voilà. Aujourd'hui, on est là pour parler des meilleures pubs qu'on a identifiées dans les 6 derniers mois. Il y a Danny qui nous dit que c'est la deuxième fois. Eve aussi, parfait. Très, très cool. Merci, merci à vous. Vincent nous dit première fois. Martine aussi nous dit c'est la première fois. Génial. Ouais, aujourd'hui, on va parler des meilleurs pubs des 6 derniers mois. On a identifié un peu qu'est-ce qui fonctionnait vraiment bien chez nos clientes et clients, surtout chez les boutiques en ligne, depuis le début 2025 en fait. Et on vous présente aujourd'hui qu'est-ce qui explique ça, c'est quoi ces publicités-là et comment les répliquer même techniquement, comment intégrer ça dans le gestionnaire de publicité si vous faites déjà des campagnes. Là, aujourd'hui, comme c'était des pubs qu'on fait avec nos clients, normalement, c'est moi qui fais les webinaires seul, mais là, je me suis dit, OK, c'est des publicités, c'est pas moi qui les crée ces publicités-là, puis c'est pas moi qui a ces idées-là magiquement. Bon, je pourrais vous les présenter, mais je me suis dit, ça va être vraiment plus le fun si j'invite Sonia et Victor de notre équipe. Je vais vous les présenter tout de suite après, mais bon, à savoir, c'est leur premier webinaire qu'ils font, donc comme je vois qu'il y a plein de gens que ça fait plusieurs fois qu'ils sont là, donc n'hésitez pas à leur dire bonjour, là. C'est vraiment des personnes extraordinaires, Là, super talentueuses, fait que j'ai hâte de les entendre. il y a vraiment beaucoup de personnes qui disent que c'est leur première fois. Fait que je suis un petit peu gênée là, de montrer mes photos. Là, parce que je pense qu'on est tout le temps comme ça. Là. Ben, justement, parlant d'excellentes photos, on a refait nos photos récemment et ça va me permettre de vous présenter Sonia et Victor pour commencer avant de commencer tout ça. Pour les gens qui ne nous connaissent pas, si c'est la première fois que vous écoutez les webinaires, je vous présente premièrement Sonia. On a fait un excellent photoshoot récemment de photoshoot style Sears, si vous avez la référence, les photos les plus malaisantes dans un décor enchanteur. Donc, je vous présente Sonia, qui est copywriter, qui est rédactrice chez Antilope. C'est elle qui s'occupe de rédiger les publicités. Euh, Quand elle écrit, ça fait quand même peur parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont écrire à nos clients pour leur dire Hey, la publicité que tu as faite, waouh, ça te représente vraiment bien. Puis les gens disent C'est pas moi qui l'ai faite, c'est Sonia. Ça nous est arrivé plusieurs fois et des fois, ça fait peur. On a des clients qui nous disent Je comprends pas, j'aurais pu écrire ça. Euh, donc voilà. Et je vous présente aussi Victor, qui est stratège, qui est gestionnaire chez nous, qui s'occupe de nos clientes et nos clients, s'occupe beaucoup de boutiques en ligne. Et chose très intéressante chez Victor, c'est qu'il a déjà fait Montréal-Québec à vélo. Euh, très impressionnant. Je pense que la prochaine étape, c'est à pied, mais à vélo, c'est déjà un excellent début. Donc voilà, Oh, tu me super, laisses au moins une super. semaine de congé alors pour ça. Je vais devoir le faire à Ça pied sera malheureusement. malheureusement pas possible. Euh, euh, J'enchaîne pour me présenter moi, si jamais vous ne me connaissez pas. J'ai lancé Antilope en 2018, ça fait maintenant 7 ans, je crois. Et c'est moi qui entraîne mon équipe dans des photoshoots ridicules. Donc, ces photos-là, c'est de ma faute. Je m'excuse. Euh, donc, oui, voilà, Antilope, c'est une agence de pub qui accompagne des boutiques en ligne, des entreprises de services depuis maintenant 7 ans. J'ai mis quelques logos de clients que vous connaissez peut-être. Beaucoup de boutiques en ligne, puis c'est un peu là-dessus qu'on s'est basé pour vous sortir les meilleures publicités aujourd'hui. On a regardé c'est quoi les différentes campagnes qui tournent, c'est quoi les résultats qu'on a obtenus, et on a trié dans le fond qu'est-ce qui marche le mieux. On a pris ça, puis on a décidé de les analyser
ensemble. Voilà. Si jamais vous écoutez le live et vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va y répondre à la fin. D'ailleurs, on a un prix de présence à faire tirer pour les personnes qui sont là. Ça va être aussi à la fin. On va faire tirer trois reviews de publicité de notre part. Donc, en gros, vous allez juste nous soumettre vos publicités et on va pouvoir les commenter en vidéo dans une 10-15 de minutes. Vous donner nos commentaires pour les améliorer. Donc, ça peut être assez pertinent si vous avez des pubs qui tournent et que vous voulez améliorer leurs résultats, tout simplement. Voilà. Donc, sans plus tarder, commençons avec le premier type de publicité. Je vais passer le micro virtuel à Sonia pour que Sonia nous présente un petit peu qu'est-ce que c'est cette publicité-là. Et puis, voilà. Bon, ouais, fait que là, je viens de me démuter parce qu'il y avait un enfant vraiment fâché juste à côté. Fait que j'espère que la crise est finie et que si elle n'est pas finie, que vous ne l'entendez pas. Mais oui, c'est ça. Donc, dans le fond, le premier concept de pub qu'on voit qui fonctionne bien, ce sont les maquettes de presse. Donc, un peu ce que vous voyez là. Ils fonctionnent. Est-ce qu'ils fonctionnent bien, Victor, les maquettes de pub? Ouais, vraiment, c'est souvent pas mal les meilleurs depuis les 6 derniers mois, là, comme le sujet du webinaire. Et surtout, ce format-là, dans l'exemple des mauvaises herbes, c'est, je pense, une des meilleures publicités des 6 derniers mois. Ce que je peux vraiment dire, c'est qu'ils fonctionnent tellement bien que moi et Marie, on était écœurés des fois de les faire. On s'est fait vraiment demander souvent. Ils fonctionnent super, super bien. Autant le format qu'on montre en ce moment, on distingue un petit peu les maquettes de presse, comme ce que vous voyez en ce moment, et les articles de presse, comme donc les vrais articles de presse. Donc, c'est ça à quoi ressemble une maquette de presse. C'est vraiment un concept qui est surtout appuyé sur le visuel, mais comme on se prépare. Là, c'est sûr, vous l'avez entendu. Comme on se préparait. Désolée. Comme on se préparait, Victor m'a souligné que c'était pas seulement non plus le visuel, que le texte était aussi important. Puis on va en parler aussi un petit peu plus loin de l'importance du texte dans ce type, parce que le texte est un petit peu différent dans ces pubs-là. Donc, dans ce type de concept-là, j'avais juste maquette en tête. Donc, on a les deux types, comme je vous disais, soit la capture d'écran, soit la maquette. Donc, ce concept-là s'appuie vraiment beaucoup sur le concept du principe d'autorité. Donc, le principe d'autorité repose sur la tendance à accorder plus de poids aux recommandations, aux avis d'une personne qui se dit ou qu'on reconnaît comme étant experte, crédible ou une personne ou en position d'autorité. Donc, dans ce cas-ci, l'autorité qu'on promouvoit ou qu'on imite, c'est les médias. Donc, on peut switcher à la prochaine slide. Oui, OK. Fun fact, c'est que c'est justement, je pensais que ça allait arriver sur les publicités, les vraies, mais oui, en effet, c'est un trend qui est arrivé après la censure des médias. Donc là où on a moins justement de médias, mais notre œil est encore habitué à voir ce type de format-là. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne aussi bien en ce moment. C'est le timing, en fait, qui est souvent très pertinent en marketing. Le timing des fois, on peut s'attendre à créer un timing. Dans ce cas-ci, pas vraiment. C'était plus le fait qu'on devait trouver une façon de pouvoir montrer que notre entreprise, on a fait parler de nous dans les médias, même si on ne pouvait plus repost les médias parce qu'ils ne sont plus sur les médias sociaux. Donc, on peut aller voir à quoi ça ressemble, les vrais articles de presse. Donc, ça, c'est vraiment des visuels comme ceci qui ont été des screenshots format cellulaire, hein, parce que c'est ce qui est le plus utilisé. Donc, c'est super simple. Ce qui est important, c'est vraiment de voir le logo dans ce cas-ci. Deux exemples de nos clients, 2 exemples de la presse. Donc, c'est de la crédibilité qui est directe. Donc, c'est vraiment le média qui en a parlé. Ce sont des vrais articles de blog, des vrais articles de presse, pardon, et non des articles de blog. Donc, c'est une crédibilité directe comparativement à quand on fait une maquette, qui est une crédibilité empruntée. Donc, on va emprunter l'aspect visuel des médias pour pouvoir emprunter la crédibilité des médias. Je disais qu'on allait parler des textes. Dans ce cas-ci, on le voit à droite, que le début du texte, on ne le voit pas au complet, mais on voit le début du texte qui commence par un guillemet.
un guillemet, hein? En tout cas. Normalement, on en parle au pluriel, fait que je suis comme un petit peu pas sûre, mais on n'en voit qu'une. Donc, souvent, pour ces types de textes-là, ce que j'aime beaucoup faire, c'est reprendre un article, un passage de l'article en mode copier-coller. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Je l'ai probablement fait aussi dans l'autre publicité parce que c'est souvent le choix que je veux faire parce que souvent, on ne va pas référer à l'article de blog. Fait que je veux au moins donner un petit peu de contexte de qu'est-ce qui est dit dans l'article. J'arrête pas de dire article de blog, c'est pas ça, c'est article de presse. Je le sais que vous le savez. Donc, c'est vraiment je veux vraiment donner un petit peu de contexte sur ce qui a été dit parce que souvent, on va mener soit vers une page à propos ou complètement vers la boutique. Donc, j'aime donner un petit peu de contexte, mais il y a quand même d'autres façons aussi d'écrire ces pubs-là. C'est souvent des pubs qui vont être écrits d'un point de vue du journaliste. Donc, que ce soit dans ce cas-ci, un copier-coller de ce que le journaliste a écrit, ou si c'est vous qui écrivez vous-même la pub, ben, c'est d'un point de vue journaliste, donc on l'écrit à la troisième personne, comme si c'était un journaliste qui l'écrivait de façon... c'est souvent l'avenue qu'on va prendre. Donc, ça veut aussi dire que des fois, on n'est pas obligé d'être comme super léché non plus dans ce qu'on dit. On peut aller un petit peu, genre, à contre-courant, tu sais, comme un bon témoignage là, qui ne dit pas tout le temps que genre, oh my God, c'est sensationnel le produit. Tu sais, on peut mentionner un petit peu des fois comme, ah, OK, le petit genre, ah, ça, c'était pas super, mais comme ça, c'était vraiment cool. Tu sais. Fait que vraiment, c'est de l'authenticité aussi dans ce type de texte-là. Sinon, on peut aussi y aller avec un texte régulier. C'est peut-être pas ce qui est le plus efficace, mais ça va créer beaucoup de variantes si jamais on veut tester plusieurs formats de pub de façon très simple. Puis ça, dans le fond, c'est pour dans le cas où on a vraiment des articles dans des journaux, là, comme tu nous disais, c'est pour la presse. Mais dans le cas où, parce qu'on ne choisit pas toujours d'être publié ou non, on s'entend, là, dans le cas où on n'a pas ça, il y a quand même une alternative. Oui. Donc, c'est ce qui a amené aussi le trend, le fait qu'on a pu, ces trends-là qui ont bien fonctionné, de mettre les articles de presse en screenshot, tout ça, c'est ce qui a amené aussi aux maquettes de presse, donc des articles comme celui-ci, comme celui qu'on a vu aussi avant. Je vois vraiment qu'on l'a vraiment bien utilisé pour les mauvaises herbes. Hein? On l'utilise aussi pour d'autres clients, je vous le promets, mais il faut croire qu'on a choisi ces exemples-là pour le webinaire. Donc, c'est vraiment similaire à un article, à ce qu'on va voir d'un article de presse. C'est une crédibilité empruntée, comme je disais. La crédibilité empruntée, on la voit aussi ailleurs, comme mes références publicitaires comme télévisées sont comme assez loin parce que j'écoute pas vraiment la télé. Mais à l'époque, quand j'étais jeune, les publicités de dentifrice, c'était souvent genre des gens en sarrau blanc. Bien, le sarrau blanc, c'est aussi de la crédibilité empruntée. Donc, on l'associe aux scientifiques, aux médecins. Donc, vraiment, c'est ce qu'on emprunte ici, c'est ce qu'on essaie d'utiliser, c'est d'emprunter l'autorité. Comme je le disais aussi, c'est des articles ou des pubs, excusez, qui vont être utilisés pour promouvoir des articles de blog ou directement pour vendre, dépendamment de la stratégie publicitaire derrière. Donc, souvent, derrière ce que Victor aura choisi de nous dire de faire. Ça, c'est d'autres exemples de notre clientèle. Ah, on voit, hein, d'autres personnes que les mauvaises herbes ces fois-ci. Donc, pour Souris Verte, c'est la même chose. On a pris le même template visuel. Il fonctionne vraiment bien. Pour le Vieux Lune de Mer, on est allé un petit peu différent. Donc, on voit quand même, il y a une vibe article de presse, peut-être un peu moins à cause qu'on n'a pas genre catégorie famille, tu sais, cette espèce de truc-là, mais reste quand même dans une espèce de visuel qui ressemble à un article de presse. Oui, parce que ce qui est important à dire sur la création d'un visuel type article de presse, c'est vraiment de séparer la charte graphique que vous avez de ces visuels-là. Parce que si vous gardez la même charte graphique pour des visuels maquettes d'articles de presse, vous allez perdre complètement le principe. Parce que là, on va s'éloigner le plus possible de ce que vous avez l'habitude de faire. Et ça va être notamment bon pour emprunter vraiment la façon dont c'est utilisé déjà dans les médias sociaux. Parce que oui, il y a plein de publicités qui vont avoir votre charte graphique, qui vont bien fonctionner, mais quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout va peut-être
un peu plus s'arrêter sur un truc qui ressemble à ce qu'ils consomment sans que ce soit la publicité, que quelque chose qui ressemble vraiment à la publicité pure. Donc, c'est souvent d'ailleurs des publicités qui fonctionnent très bien pour aller scaler du froid et d'aller chercher des résultats sur une audience vraiment froide parce que c'est vraiment emprunté sur ce truc-là on s'approche plus du contenu que de la vente. Donc, vraiment, vraiment, le truc à bien garder en tête, c'est quand vous faites ce type de publicité-là, éloignez-vous le plus possible de choix graphique et rapprochez-vous le plus possible des contenus purs qui sont faits sur les médias sociaux. Sans aller rajouter des logos qui ne vous appartiennent pas et qui sont vraiment du média. Mais oui, c'est un excellent point. C'est vraiment le fait tu sais, c'est une publicité, oui, mais on ne sent pas qu'on se fait vendre quelque chose. Donc, c'est différent, c'est moins tape à l'œil et ça amène plus de clics et d'interaction, même si ce n'est pas tape à l'œil et ça ne rentre pas dans notre chat graphique. Essayez d'utiliser, comme Victor disait, là, si on essaie d'utiliser ce principe-là en gardant notre charte graphique, je pense qu'on passe un petit peu à côté de ce qui fonctionne justement dans ces concepts-là. Ouais, l'idée, c'est pas de dénaturer sa marque mais c'est de l'amener d'un point de vue plus indirect où les gens ne connaissent pas encore notre entreprise, donc ils vont s'arrêter sur quelque chose qui n'a pas à être 100% nous. Et dans tous les cas, bon, on le voit ici, on découvre bien les deux entreprises. Là. C'est pas comme si on comprenait pas qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'était la marque non plus. Là. C'est juste un peu plus neutre, on va dire, un peu plus natif sur ces plateformes. Exact. Cool. Donc, c'est ça, là, c'est ma petite slide pour ne pas oublier les petites choses que je voulais dire sur le principe d'autorité. Donc, on a parlé du sarreau blanc justement pour les dentifrices. On l'utilise aussi, le principe d'autorité, quand on dit approuvé par les pédiatres, number one auprès des parents, tel que vu à la télé. On l'a fait aussi avec certains clients, tel que vu au Dragon, tu sais, des choses comme ça, parce qu'il y en a plusieurs qui ont participé à l'émission emblématique. Ailleurs, que ce soit en pub ou ailleurs, on peut utiliser le principe d'autorité pour les institutions reconnues. Exemple, là, j'ai mis l'Université de Laval, Santé Canada. On a justement des clients qui sont certifiés Santé Canada. On le mentionne des fois dans les textes de pub, pas nécessairement sous une maquette d'article, mais sous tout autre type de forme de pub qu'on essaie. On peut le mettre dans le texte, dans le visuel, partout, sur les sites web aussi, sur vos sites web, tu sais, comme Charles a montré justement en début, là, nos clients avec leur logo puis tout ça, c'est d'emprunter aussi du principe d'autorité. Donc, s'il y a des entités là-dedans que vous reconnaissez, voilà, ça l'emprunte au principe d'autorité. C'est un principe aussi subtil et inconscient. T'sais, on ne fait pas comme « Oh, c'est un article de blog, c'est un article, je vais arrêter de le dire, c'est un article de presse. » C'est pas ça, c'est pas comme consciemment qu'on fait comme « Ah, il y a des journalistes qui ont écrit là-dessus. » Non, c'est un principe qui est inconscient. Donc, on voit notre cerveau quand même paresseux, donc on n'analyse pas tout, on voit juste quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'on voit souvent, dans ce cas-ci, un article, puis on fait comme « Ah, ça a l'air intéressant », clique, continue à lire, puis après ça, on oublie carrément que ça venait d'un article. Et juste dernière chose pour aller dans le concret pour pouvoir le reproduire de votre côté facilement, comme on l'a dit, alors, évitez d'aller sur votre chat graphique habituel, mais surtout, évitez de prendre des photos trop lichées qui ressemblent trop à votre marque. Là, par exemple, dans les exemples qu'on a montrés, l'objectif, c'est d'aller sur des visuels, enfin des photos du moins, qui ressemblent le plus possible à quelque chose d'extérieur et pas juste votre marque avec une belle photo packshot, du moins une belle photo comme de votre produit avec le blanc derrière. Non, on veut quelque chose qui ressemble à quelqu'un qui a pu être extérieur et qui a acheté le produit, qui va prendre une photo avec son téléphone. Donc, essayez de vous éloigner le plus possible de l'achat graphique et essayez de vous éloigner le plus possible des belles choses pour aller sur des choses vraiment très concrètes et très proches des contenus sur les médias sociaux. Exact, parce qu'un journaliste ne vous demandera pas votre avis sur vos photos. En tout cas, je pense pas. Écoute, si oui, tant mieux, mais effectivement, puis finalement, c'est quand même des belles photos, on s'entend, c'est pas des photos comme prises dans le noir, sombre ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'ici, ça a l'air de soit un blogueur ou un journaliste qui a pris un pack de presse ou qui a pris lui-même ses photos, etc. Fait que c'est vrai, fait que c'est tout à fait très bon point. On passe au deuxième type de pub. Ce qu'on s'est rendu compte avec nos clients, c'est qu'on teste, tu sais, finalement, on teste des pubs. Si c'est pas chaque semaine, c'est chaque 2 semaines, selon les clients, on teste des nouveaux concepts tout le temps. Un des buts de ça, c'est d'identifier
qu'est-ce qui marche toujours très, très bien, puis qu'est-ce qui marche toujours un peu moins bien, puis nous, on peut avoir cette intelligence collective-là pour tous nos clientes et tous nos clients. La maquette d'article, c'est un des exemples. Puis quelque chose qu'on s'est rendu compte en analysant les publicités, qui est un petit peu plus difficile à catégoriser, parce que c'est des choses très propres aux entreprises, c'est que la mise de l'avant de l'histoire et d'anecdotes de l'entreprise était extrêmement, extrêmement fort pour aller chercher des résultats. Fait que, Sonia, je vais te laisser un petit peu nous guider là-dedans, mais je sais que on a comme finalement, on a plein de choses qui vont un peu dans tous les sens, mais qui reviennent un peu au même grand principe. Voilà. Oui, donc ça ici, c'est vraiment des anecdotes dans le fond, c'est des screenshots de ce qu'on a mis en visuel pour les pubs d'anecdotes et de storytelling de nos clients. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça peut ressembler en une slide, mais on peut passer à la première. Donc, pourquoi est-ce que ça marche? Comme Charles l'a dit, c'est vraiment difficile de mettre le doigt sur pourquoi est-ce que ça marche? Parce que chaque publicité, dans le fond, chaque histoire est différente, puis chacune fonctionne pour des raisons spécifiques. Donc, ça, c'est ma théorie 100% non étudiée. Chacun des principes ici, le need for closure, le sunk cost effect, oui, ce sont des principes qui sont étudiés, mais pas dans le contexte de pourquoi est-ce que du storytelling, ça fonctionne. Donc, ça, c'est les besoins de clôture et effets de l'engagement accumulé. En fait, ce sont des traductions francophones libres. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le vrai terme en anglais. Si jamais vous voulez le chercher, c'est ce qui est plus utilisé. Donc, pourquoi est-ce que ça fonctionne, le storytelling? C'est souvent justement notre besoin de clôture, donc notre besoin fondamental de savoir comment est-ce que quelque chose se finit, que ce soit de voir la fin d'un film, de ne pas se faire ghoster, genre pourquoi il ne m'écrit pas? Parce que clairement, il est mort parce que c'est clairement pas moi le problème. Fait que bref, des choses comme ça. Donc, vraiment d'avoir une finalité, commencer quelque chose, ou les petits, tu sais, là, quand on scrolle sur Facebook, puis qu'on voit une pub de jeu, là, qu'il réussit pas son jeu, là. Tu sais, il essaie de faire le jeu, puis là, c'est comme... Puis il réussit Comment pas. ça m'arrive tout le temps, ça? C'est tellement frustrant, là. C'est ça. C'est comme le need for closure, là. T'es comme, là, tu cliques, là, c'est même pas le même jeu, là, qui te font downloader après. Puis ça, c'est super fâchant. Anyway, faites pas du marketing comme ça, s'il vous plaît. C'est fâchant. Fait que voilà, ça, c'est vraiment notre besoin de clôture expliqué en 3 secondes et quart. Puis après ça, il y a aussi le sunk cost effect qui fait en sorte que là, plus on s'avance dans la publicité, plus on s'avance dans quelque chose, on ne veut pas perdre notre temps investi. Donc, je parlais de l'anecdote de l'autobus. Il y a quelques années, 4 ans, quand j'étais encore avec le papa de mon fils, on avait l'objectif de partir en autobus, donc de convertir un autobus de la STM pour partir ensuite 1 an ou plus sur la route, donc vivre la vie de nomade. Mon ancien conjoint a dit, OK, mais alors si j'ai le job, il dit, en 4 mois, ça va être fait. On pourrait parler du Dunning-Kruger effect ici, mais on va garder ça pour un autre webinaire parce que ça n'a pas son lieu d'être pour pourquoi ces concepts de pub-là fonctionnent. Mais à un certain point, après, spoiler alert, là, ça n'a pas pris 4 mois, là, ça a comme pris 2 ans faire l'autobus. Fait après quelques temps, après peut-être 1 an et demi, presque 2 ans, j'ai comme fait « Hey Pat, qu'est-ce que tu en penses si, mettons, on... met une croix sur le projet. » T'sais, mettons là, que comme fait 2 ans qu'on est là-dessus, on n'a pas encore abouti, mettons qu'on change de projet, qu'on dit genre stop. Écoute, c'est pas une personne qui est colérique, mais qui n'était pas content de m'entendre dire ça parce que justement, il ne voulait pas avoir l'impression d'avoir perdu tout le temps à faire ce projet-là. Donc, son sunk cost effect était très élevé pour ça. Dans le contexte d'une pub, on peut changer à la prochaine slide, mais dans le contexte d'une pub, c'est un peu comme ça. On commence à lire, on a la curiosité. Hein. Je ne l'ai pas nommé là, c'est aussi un autre principe de persuasion, mais on a la curiosité. Donc, soit on voit le visuel, soit on voit la première phrase de qu'est-ce qui a été écrit, puis on se fait comme qu'est-ce que ça raconte, cette histoire-là? Fait que là, on continue à lire la pub un petit peu. Fait que là, on fait comme OK, ça, c'est intéressant, c'est intéressant. Finalement, on veut savoir comment ça se finit. Puis là, on veut souvent comme plus d'infos. Peut-être que la pub va nous dire comment ça se finit, peut-être qu'elle ne nous dit pas comment ça se finit, ça dépend. Fait que là, on clique, on lit le blog, on lit peut-être un article de blog vers lequel ça nous mène, on en lit peut-être
2, peut-être 3, dépendamment comment c'est fait, si c'est bien fait ou pas. Donc, plus on est là-dedans, plus on a plus on augmente notre investissement, plus on va se dire, ben écoute, je ne vais pas utiliser les termes perdre mon temps, mais ça fait quand même 20 minutes que je suis sur ce site-là, puis genre, m'intéresse-tu ou m'intéresse pas ce produit-là? Fait que, c'est ça qu'on va vouloir essayer d'optimiser mon temps. Ça fait-tu vraiment 20 minutes que je suis là-dessus, puis que dans le fond, j'aboutirai pas à rien. Donc, c'est un petit peu le mix de pourquoi ça fonctionne bien, sous toute réserve, selon ce que je crois. Moi, je pense que ça fait beaucoup de sens. Pour ça que tu me payes, right? Donc, ça, c'est un exemple, en fait, un premier exemple de... Puis là, full disclaimer, Charles m'a dit que mes slides étaient trop chargés. Donc, je veux le dire, c'est pas nécessairement pour vous montrer exactement le texte. Je vous mets des petits bouts de texte de les publicités pour vous donner un petit peu l'essence. Ça ne veut pas dire de nécessairement les lire. Je vais vous les pointer si jamais c'est pertinent de le faire. Mais bref, je voulais juste faire un petit point là-dessus. Autre petit point à faire sur celui-là, c'est qu'on est vraiment sur une publicité. Puis je veux attirer votre attention sur la grosse flèche rouge. Je ne l'ai pas mis rouge parce que ça fait partie de notre branding. Je l'ai mis rouge parce que je veux t'envoyer. Fait que, on est vraiment sur une publicité, puis on regarde vraiment des réactions qui sont élevées, des commentaires raisonnables et des partages sur une publicité. C'est quand même assez rare. Fait que, c'est vraiment quelque chose qui démontre aussi que, parce que là, on n'est pas dans le back-end, on ne va pas comme partager les résultats concrets de nos clients parce que, bon, confidentialité, accord, blabla, tout ça. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on peut partager et tout. Donc, pour vous montrer à quel point les pubs fonctionnent quand même, tu sais, ces pubs-là, on ne ment pas quand on dit qu'ils fonctionnent. Ils fonctionnent même en espèce de stats organiques, si on veut, si je peux les appeler comme ça. Donc, pourquoi ça marche? Dans ce cas-ci, on active vraiment beaucoup la curiosité. Le texte parle quand même un petit peu de l'entreprise. Tu sais, à quelque part, au Parc national du Big, 2 passionnés, blablabla. Tu sais, on voit qu'on s'en va vers, on explique un petit peu, mais pas tant que ça. On ne dit pas c'est qui ces 2 gars-là qu'on voit. Le visuel ne dit rien, c'est juste une photo d'eux. Donc, on a quand même un petit peu de need for closure ici. On a créé un gap intentionnel. Donc, tu sais, l'histoire, on voit juste une photo, comme je viens de vous le dire, puis tout ça. On a créé un gap intentionnel, non intentionnel sur mobile avec notre début de l'histoire de 2 gars. On pourrait quasiment rajouter « comprends-tu », mais non, c'est pas ça la fin. Donc, sur l'ordi, on le voit vraiment jusqu'au bout. Donc, l'histoire de 2 gars depuis 99. Fait que, déjà là, on est comme, OK, depuis 99, qu'est-ce qui se passe depuis 99? C'est qui ces gens-là? C'est-tu les proprios? C'est-tu un couple? C'est-tu des amis? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont bâti une entreprise ensemble? Fait qu'on a beaucoup de curiosité, on a des gaps intentionnels, puis je pense que c'est pour ça que ça fonctionne bien, cette pub-là. On a d'autres exemples. Donc, on a celle-ci qui est, je pense, je pourrais dire, une de mes préférées de cette compagnie-là. Et puis là, je pense que Victor a une anecdote là-dessus parce que je pense que les clients ne l'ont vraiment pas aimée, celle-là, quand on leur a présenté. Oui, la particularité de ces clients-là, c'est que c'est des clients basés en Suisse, donc qui possèdent des cliniques dentaires partout en Suisse. Et je ne sais pas s'il y a des Suisses qui nous regardent, mais la mentalité veut qu'on va un peu moins se mettre de l'avant, et donc ils avaient eu des grosses réticences à avoir des publicités où on met de l'avant les fondateurs de ces cliniques-là. Et à coup de discussion et de communication, on a pu expliquer à quel point ça avait une importance, parce que ça permet vraiment justement d'amener de l'authenticité, de comprendre qui est derrière, de humaniser un petit peu la marque. Et donc, il y a eu des grosses discussions en interne quand on leur a envoyé la publicité pour savoir s'ils voulaient vraiment la diffuser. Et au final, le résultat étant que c'est une des publicités qui fonctionne le mieux dans l'objectif d'aller chercher d'interaction et d'aller chercher un petit peu de considération entre les gens qui commencent à me connaître et mais qui n'ont pas encore réservé. C'est comme un bon juste milieu pour apprendre à connaître la marque. Oui, puis elle fonctionne bien parce qu'on n'est pas juste non plus, je comprends la réticence là, de ne pas vouloir se mettre de l'avant, de ne pas faire, comme
who am I pour me mettre de l'avant. Puis, je peux comprendre ça. Dans ce cas-ci, on l'a fait d'une façon, moi, je trouvais ça super important. Puis Marie-Soleil l'a super bien représenté là, avec parce qu'on s'entend, Marie-Soleil fait un travail phénoménal. Moi, tout ce que je fais, c'est de pitcher des mots. Hein. Puis des fois, quelques petites affaires, là, comme ici, je le mettrais plus gros, mais c'est comme fais ce que tu veux. Elle a Marie-Soleil vraiment... qui est au design dans l'équipe, qui s'occupe de designer les beaux visuels que vous voyez. Là. Et qui est trop gênée pour être ici aujourd'hui, parce que sinon, on aurait vraiment voulu qu'elle soit avec nous. Donc voilà, tu sais, ce qui était vraiment important dans cette publicité-là, bon, enchantés nous sommes, évidemment, on comprend vite qu'on va présenter quelqu'un. Fait que déjà là, on veut savoir qui est-ce qu'on va présenter. L'autre chose que je trouvais super important, par exemple, c'est oui, la photo qui a été choisie est super parce que ça l'amène de l'humanité, ça l'amène aussi leurs valeurs. Tu sais, ils sont en jeans, ils ne sont pas en veston-cravate. L'autre chose que je voulais vraiment montrer, puis pourquoi je voulais vraiment faire ça, fait que même si les clients auraient chialé, j'aurais comme contre-attaqué, genre en disant genre non, on la met, mais vraiment, tu sais, c'est vraiment que c'est un cabinet dentaire, comme Victor l'a dit. Là, c'est trop petit pour voir, en tout cas, du moins de mon point de vue, c'est trop petit. Peut-être que vous le voyez un petit peu plus gros. Mais on a Robin qui, si vous ne le voyez pas, c'est son titre. Dans les petites bulles, c'est leur titre. Donc, il est médecin dentaire. Ça, tel que tel. T'sais, si ça avait été ça tout le long, j'aurais fait comme moi, OK, on ne fera peut-être pas cette pub-là, on ne fera peut-être pas ce concept-là. Après ça, on a Sofiane, je le prononce bien. Donc, Sofiane, qui est orthodontiste. Je ne le sais pas pour vous, mais moi, avant d'avoir la CHD comme client, je ne savais pas que les orthodontistes étaient aussi des médecins dentaires. OK? Ça, je ne le savais pas. Fait que déjà, on a quand même une espèce de, si vous êtes comme moi, en tout cas, on a une espèce de hiérarchie qui se crée du cabinet dentaire où il y a les médecins dentaires, il y a les orthodontistes, puis il y a les Tanara, qui est une assistante dentaire. Donc, on a tous les niveaux. Dans le fond, ce qu'on remarque au sein des propriétaires de la CHD, c'est que ce ne sont pas tous des médecins dentistes. Donc, je pense que c'était vraiment important de le mentionner parce qu'on n'est pas dans un cabinet où il y a une hiérarchie qui est comme toi, tu es en dessous de moi. Fait que c'est quelque chose que la clientèle peut aussi comme voir comme valeur, faire comme hey, OK. Ils sont vraiment en train de, comme, même les assistantes dentaires font partie du CA, peu importe comment c'est fait chez eux. Donc, je ne me ferai pas traiter comme un numéro, je ne me ferai pas traiter comme juste un patient qui ne sait pas de quoi il parle. Ou, vraiment, mes valeurs vont être respectées. Puis je pense que ça, c'est une chose qui le démontre bien, peut-être de façon un petit peu plus subtile, mais qui le démontre bien. Donc, oui, on a les valeurs de l'entreprise qui sont dans le visuel déjà là. C'est sûr, comme je vous dis, c'est aussi quelque chose qui est subtil. On ne va pas, quand moi je suis là puis je le décortique, oui, peut-être qu'on peut le voir, mais c'est quelque chose sinon qui se passe très subtilement dans le back-end de notre cerveau. Et puis, je voulais aussi vous montrer un bout du texte qui commence comme du storytelling normal. By the way, les chiffres et tout ça, ça va vraiment activer notre curiosité. Parce que justement, c'est plus précis. Plus c'est précis, plus on va avoir de la curiosité. Donc ici, on commence comme ça. Mais ça, sur quoi je voulais vraiment attirer votre attention, c'est où j'ai mis preuve sociale. Évidemment, ça ne fait pas partie de la pub. Hein? Preuve sociale en bracket, c'est vraiment pour les besoins du webinaire. Donc, on dit ici, riche d'une patientèle fidèle qui est tombée sur le charme de notre concept novateur. Parfois, quand on va parler de preuve sociale, on va penser à des témoignages. On va penser à des 500 000 clients satisfaits. On va penser à ce type de choses-là, sauf qu'une preuve sociale qui est un petit peu moins directe comme celle-là, ça fait aussi partie d'une preuve sociale. Donc, je voulais vous le mentionner pour que peut-être que ça va être une... Tu sais, des fois, surtout en tant que... comme peut-être que les e-commerce plus, mais peut-être si vous êtes infopreneur... peut-être que vous demandez moins les témoignages, des choses comme ça. Fait que c'est une façon aussi d'amener de la preuve sociale qui n'est pas directe, mais qui peut quand même très bien fonctionner. Donc, on a aussi les valeurs, donc on a beaucoup parlé pour cette pub-là. Ici, on a un autre concept de curiosité directement dans l'image, donc beaucoup de texte dans l'image, de curiosité et d'émotions négatives
par contre, d'émotions négatives pas vécues pour le lectorat. Donc, c'est pas la personne qui se sent culpabilisée, c'est pas la personne qui se sent mal, c'est pas des émotions négatives dans ce sens-là, c'est une émotion négative où on lit puis on se sent mal pour la personne qui l'a écrit, on est comme petite chouette, tu sais. Donc, je te mentirais pas, abandonner un emploi stable pour lancer une entreprise de papeterie sans en faire rire plus d'un. Donc, comme petite chouette, elle a fait rire d'elle, qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir, need for closure, blablabla, tout ça. Dans le texte, on a aussi une partie qui est très relatable, donc que j'ai mis en gras. Donc, savais-tu que je suis diplômée en psychoéducation? Et oui, après mes études, j'ai décroché un emploi dans une école. Tu le sais, le fonds de pension, le salaire stable, la fierté familiale d'avoir réussi. Donc, tu sais, on va vraiment dans le relatable de ce qui se passe en ce moment, de beaucoup de personnes qui veulent changer de carrière, de plus en plus de carrières du web, tu sais, comme un petit peu moins depuis que le retour de la pandémie, puis tout ça, mais quand même, on est encore dans cette actualité-là. La cliente pour laquelle on a écrit ça, c'est une papeterie, donc ça s'adresse beaucoup aux entrepreneurs, donc qui ne sont peut-être pas en train de vivre ça, mais qui l'ont vécu à un certain point, de faire comme « OK, ciao, bye, je m'en vais ». On parle aussi beaucoup à des enseignants, des enseignantes. Là, avec l'actualité, il y en a une couple qui change justement de milieu parce que, bref, hein, c'est rendu, on parle pas de politique, on parle pas de religion, puis on parle pas d'éducation, en tout cas pas ici. Sinon, on va partir des polémiques. Donc, tu sais, c'est quand même, donc le rêve de changer de carrière et tout ça est quand même présent. Donc, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle cette pub-là a bien fonctionné. On a aussi une autre publicité pour cette entreprise-là qui parle d'une erreur du format 4. Donc, pourquoi est-ce que... je pense que c'est quelque chose comme hey, on a des formats A4 par erreur, quelque chose comme ça. Donc, l'erreur, la curiosité, le behind the scene qui vient dans ces anecdotes-là, c'est ce qui fait fonctionner beaucoup aussi. Côté résultat, Victor, ça ressemble à quoi pour ces pubs-là? Tu sais, ce qu'on voit finalement, c'est que c'est des pubs qui font le lien avec des produits, mais qui ne vendent pas directement. On n'est pas dans ce cas-ci, c'est la papeterie Blueberry qui vend des agendas, des cahiers, ce genre de choses-là. On n'est pas en train de dire j'ai un excellent cahier, achète-le. Est-ce que ces pubs-là génèrent plus des ventes ou c'est plus justement du premier engagement puis de la découverte de marque? Comment tu le positionnerais? Ouais, je veux bien que tu remettes la première slide où on voit toutes les Oui, je recule. différentes. Tu peux reculer, Ça. je vais un peu loin. Mais en plus, ça remet en plus l'exemple de on offre des petits agendas à 5 par erreur. Oui. En fait, la particularité de ces pubs-là, c'est que l'objectif qu'on leur donne, ça va être quand même de la notoriété / considération, comme je le disais avec les cliniques dentaires. Donc, c'est de pouvoir, quelqu'un qui commence à nous connaître, de pouvoir le cibler en même temps que des publicités de vente, mais avec un discours différent. L'objectif, encore une fois, c'est d'humaniser la marque, c'est d'apporter de l'authenticité. Je le dis souvent aux clients parce que c'est des choses qu'ils savent, mais tous vos produits, on peut le trouver chez votre concurrent. Et donc, pour votre client, c'est plus facile à la fin de s'attacher à un humain que de s'attacher à une marque. Donc, c'est la raison pour laquelle d'avoir ces publicités-là entre j'apprends à te connaître et je fais mon achat permettent vraiment d'humaniser comme le parcours de vente que vous avez donné comme une autre preuve différente. Mais pour répondre à ta question, à la base, c'est souvent des publicités qui servent que seulement à faire de la notoriété et de la considération. Mais souvent, c'est des publicités qui performent tellement qu'on va venir les tester dans des campagnes de vente et vont avoir des résultats en vente et vont chercher des résultats grâce à ces publicités-là parce que je ne veux pas méta de la façon dont il fonctionne. Plus il va avoir de l'interaction, plus il va avoir de l'engagement, plus il va le mettre de l'avant, plus les coûts de diffusion vont être un peu moins élevés et plus finalement ça apporte des résultats et la preuve sociale fait que ça donne envie d'acheter et de connaître un peu les produits. Donc, toujours à la base, on s'en sert pour quelque chose, mais au final, ça fonctionne bien, donc on les met en vente. Donc, ça apporte des ventes. Je trouve que c'est un point vraiment, vraiment intéressant à souligner parce que ça veut dire qu'il y a des publicités comme ça qui sont vraiment indirectes, qui présentent la marque, qui présentent un petit peu les produits. Puis je pense que la prochaine publicité qu'on va voir, l'anecdote de la boulangerie Citron Confit, c'est un des exemples qui est le plus centré aussi sur le, sur le produit, pardon. Mais ces pubs-là se comparent bien et concurrencent bien des publicités qui vont essayer de vendre directement vos offres. Fait que c'est vraiment bon à savoir. Là. On ne fait pas ces publicités-là juste pour se dire « Ah, je veux développer la notoriété de ma marque, puis que dans 1 an ou 2, les gens me connaissent plus. » On fait aussi ces publicités-là pour se dire « Je veux générer plus de ventes à court terme. » Et c'est des publicités qui peuvent avoir cet objectif-là. Fait que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Je pense que dans le cas peut-être de la clinique dentaire, c'est différent parce qu'on s'entend que
si tu as déjà eu un rendez-vous chez le dentiste il y a quelques mois, tu ne vas pas tout de suite en réserver un autre ou quoi que ce soit. On est plus sur comme faire découvrir l'entreprise pour quand tu es prêt, ben là, tu penses à eux. Mais dans le cas, je pense, de la papeterie Blueberry puis de Citron Confit, c'est deux vraiment, vraiment bons exemples où on découvre la marque, mais ça génère aussi des ventes, puis c'est aussi très, très, très rentable. Et il y a un peu le cas aussi, au final, pour clôturer ça, parce que c'est tellement rendu facile de créer des publicités, comme on le sait, avec l'IA, avec plein de trucs, tu peux aller copier, tu peux faire des choses, plein de choses différentes, mais la chose qui peut te différencier le plus, c'est vraiment ce genre d'anecdote. Et je sais que parfois, dans les discussions clients, ils ont parfois du mal à passer le coche de se dire, ah oui, c'est vrai que ma vie d'entrepreneur, je peux en parler parce que ça en a intérêt. Mais il y a toujours ce truc de se dire, ah, mais non, mais en fait, ça n'intéresse pas, ou ça. Mais ça fait partie de votre entreprise. Et en fait, si vous arrivez à passer ce cap-là, vous allez voir que ça peut être des publicités qui vont être différentes des autres et qui vont permettre de apporter l'authenticité à votre marque. Ouais, vraiment. Parlant justement de réticence, moi, quand j'ai écrit il n'y a eu aucune réticence de la part du client en passant, mais quand j'ai écrit cette pub-là, j'étais comme, hey, c'est une des premières pubs qu'on a écrites pour Citron Confit, puis j'étais comme, et que ça passera pas, mais je veux aller là. Bref, ça a passé comme du beurre dans le poêle. Donc, clairement, ça a bien été exécuté. Puis je pense que le visuel aussi que Marie a choisi pour, tu sais, comme tu vois, la propriétaire qui est comme, on ne sait pas que c'est la propriétaire si on ne les connaît pas, mais bref, caché derrière ses pains ici, toutes nos, tu sais, comme pour dire un petit secret, là, comme toutes nos excuses à la pauvre dame qui a fait cracher notre pain, tu sais. Ça, il y a beaucoup de clients qui auraient fait comme, hey, que je ne mets pas ça en visuel et que je ne mets pas ça de l'avant, je ne veux pas, tu sais, c'est de l'anti-marketing un peu, tu sais. Si on le prend comme ça puis qu'on ne lit pas. Mais c'est ce qui active aussi la curiosité vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? On s'entend, on parle d'une boulangerie sans gluten et sans allergènes. Donc, si quelqu'un recrache mon pain, théoriquement, c'est parce qu'il n'est pas bon. Là. Fait que pourquoi est-ce que je veux en parler sur mes réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que je veux mettre ça en publicité encore plus? C'est sûr que ça active la curiosité ici. Ici, il y a du storytelling, puis c'est beaucoup dans les détails. La prochaine slide, on y viendra pas tout de suite, mais la prochaine slide, ça aussi, Charles voulait me la couper, puis j'étais comme, non, elle n'est pas là pour qu'on la lise, elle est là pour un point précis. Bref, quand on fait du storytelling, je vais vous dire de ne pas lésigner sur les détails. Ici, il y en a beaucoup. Je vous ai mis la première phrase dans le texte, dans le screenshot à droite du texte. Il y a les 3 petits points. Les 3 petits points qui sont là, ils expliquent vraiment où est-ce que l'histoire s'est passée. C'était dans une expo. On y va vraiment, là, on explique pour que la personne elle se sente vraiment là, comme j'étais là, je l'ai vu. Puis après ça, on va aussi mettre encore plus de détails sur l'appréhension de sa réaction. Ça, c'est la petite partie où que vous avez. Puis après, le silence. Puis comme vraiment, ça c'est tout condensé, mais c'est écrit différemment sur la pub. Là. Il y a des espaces de ligne pour que ce soit plus clair, mais ici, je manquais un petit peu d'espace. Fait que vraiment, d'aller vraiment dans les détails, je pense que c'est ce qui a fait la différence ici, c'est qu'on n'est pas juste allé sur la leur cracher notre pain parce qu'il était bon finalement. C'est comme, non, il fallait vraiment mettre beaucoup de détails. En soi, cette publicité-là, c'est aussi de la preuve sociale. Quand on voit la réaction de la dame, pourquoi elle a recraché le pain, c'est de la preuve sociale. Spoiler alert, elle a recraché le pain parce qu'elle était cœliaque puis elle pensait qu'il y avait du gluten dedans. La pauvre petite madame. Donc, c'est vraiment ça que la pub a dit. Donc, on est vraiment dans une histoire de storytelling expliqué. En fait, de preuve sociale en version storytelling, c'est ce que je voulais dire. Donc, la prochaine slide, c'est le texte de pub. Elle n'est pas belle, là. Elle est pas... Bon, je voulais mettre un disclaimer avant, mais voilà, elle est là. C'était elle n'est pas belle. C'est juste pour vous montrer à quel point le texte est long. Là, j'ai tout mis. Fait à ceux qui disent que les textes doivent absolument être courts en publicité pour que ça marche, non, c'est pas vrai. Donc, il y en a des publicités qui sont longues et qui fonctionnent bien. Ça dépend vraiment comment c'est amené. Puis justement, cette publicité-là, c'est un bon exemple qui fonctionne bien. Ça fait... Est-ce qu'elle tourne encore, cette pub-là, Victor? Ça va faire 1 an qu'on l'a faite, là. Un petit peu moins, mais on s'y approche un petit peu. Oui, c'est ça, on arrive, là. Elle continue à apporter beaucoup de réactions, et donc comme elle apporte des réactions et de la curiosité, au final, ça apporte des ventes, donc c'est très cool.
Ouais, fait que voilà, fait que je voulais vous dire, c'est pour ça que cette longue slide-là était là. Pas pour la lire, mais pour passer à autre chose. Là. Puis moi, c'est quelque chose aussi qu'on voit souvent, là, comme quand on discute avec des clients, c'est comme, OK, est-ce que tu as des anecdotes intéressantes avec tes produits? Puis souvent, là, moi, par expérience, puis Sonia, plus tard, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais souvent, les clients vont nous le dire comme, ah, j'ai pas vraiment d'anecdotes intéressantes, tu sais, j'ai rien de particulièrement surprenant. Il y a peut-être ce petit truc-là, tu sais, il y a peut-être cette petite affaire-là. Tu sais, on travaille avec Lika qui vend des sous-vêtements sans couture, puis il y a une anecdote d'une cliente qui. Bon, c'est des bobettes, on s'entend. Puis c'est une cliente qui les sentait tellement pas, tellement que c'est des culottes qui sont légères, qui n'ont pas de couture, qu'elle a presque oublié de les enlever pour aller à la toilette. Puis c'est comme une petite anecdote comme ça, là. Ah, c'est un peu drôle. Puis c'est une des publicités qui marche super bien parce que c'est vraiment drôle, puis ça reflète tellement bien les bénéfices des produits. C'est pareil pour Citron Confit. C'est du pain sans gluten qui goûte tellement pas le pain sans gluten, qui goûte tellement le pain comme on l'aime que la madame, elle a recraché. Elle pensait qu'il y avait du gluten dedans. C'est des anecdotes. Oui. Mais tu dis c'est du pain comme sans gluten qui goûte vraiment le bon pain. Toi, tu y as goûté, mais tu n'as pas partagé avec nous. Fait que toi, tu peux Il dire. était trop délicieux. Il était trop délicieux. J'ai dû tout le garder. Mais oui, exact. C'est des petites anecdotes. Des fois qu'on se dit, ah, c'est anodin, les gens ne seront pas intéressés à savoir ça. J'ai pas le goût de parler de moi, ou quoi que ce soit. Mais là, c'est quelque chose dans lequel les gens peuvent se reconnaître. Tu sais, la personne qui mange du pain sans gluten puis qui est tannée de manger du pain sec, tu le sors du congélateur puis il est déjà en poudre, ben va s'identifier là-dedans, va dire OK, j'ai le goût moi aussi de vivre cette expérience-là de cette dame, puis c'est raconté d'une belle façon aussi, fait qu'on s'identifie à l'entreprise, etc., etc. Fait qu'il y a plein de façons de faire. Essayez ça, vraiment, ça peut vraiment, vraiment changer la donne. Ouais. Dans le cas de Citron Confit, ça a changé la donne du compte publicitaire. Là. Ça a vraiment, vraiment changé ses résultats du tout au tout. Mais en fait, un point important qu'on voit avec les deux concepts publicitaires-là, le premier, donc les maquettes d'articles de presse et celui-ci, c'est que vous n'êtes pas obligé de vendre quand vous écrivez des publicités, quand vous créez des publicités. Servez-vous-en vraiment pour aller sur plusieurs directions et voir ce qui fonctionne. Là, on vous en donne deux nouvelles qui sont intéressantes et qui, pour nous, ont bien fonctionné. Mais dites-vous que la publicité qui vend fonctionne bien sur un bout de votre audience. Mais ensuite, vous avez tout le reste, ceux qui ne vous connaissent pas encore, mais qui seraient intéressés par vos produits. Il y a ceux qui ne vous connaissent pas encore, mais qui ne savent pas qu'ils seront encore intéressés par vos produits, qui ne savent pas qu'ils ont besoin de vos produits. Et ces gens-là, finalement, ces angles-là, qui ne sont pas des angles de vente, vont quand même avoir un impact un peu plus important, surtout si vous voulez aller chercher de nouveaux clients, ce qui est quand même le but d'une entreprise. Vous ne voulez pas que travailler avec vos mêmes clients. Donc, gardez ça en tête vraiment que la publicité n'est pas faite juste pour vendre. Vraiment un très bon point. On va continuer avec le dernier des trois concepts. Avant de parler un peu du côté test technique, on va l'aborder un petit peu plus rapidement pour celui-là parce que, bon, il y a plein de choses qui les relient, mais c'est la vidéo de la fondatrice ou du fondateur de l'entreprise, ou ce qu'on appelle parfois le FGC, le Founder Generated Content. Au plus simple, c'est toi devant ta caméra qui se filme et qui nous présente puis qui nous parle un peu de ce que tu as fait. Avant de parler un petit peu du côté technique, je vais montrer 3 exemples. J'espère qu'ils vont fonctionner. Là, des fois, les vidéos sur les slides, c'est un peu spécial, mais dans le pire des cas, je ferai le doublage pendant la vidéo. Je pense pas que vous allez l'entendre, mais voilà. Parlant. Mais genre, ça fait 3 minutes que je filme. Ah ouais, la gang. Il y a tellement de monde qui me regarde. Je peux pas faire ça! La nouvelle collection, on a le perle, un beau ivoire doux, et on a le émeraude. Les deux couleurs sont disponibles dans le modèle Tanga et le modèle brésilien. Je peux pas faire autant de montage sur une vidéo, c'est épouvantable. Écoute pas ça, on va te coucher, ma petite voix fatigante. Fait qu'on a la nouvelle collection! J'ai chaud. Donc, on a la... Chut! Bon, je vais couper la vidéo au milieu pour pouvoir toutes vous les présenter. Première vidéo de la fondatrice de Likaware, Catherine, qui nous présente ses produits, puis on voit que c'est chaotique. Là. Je pense que ça représente bien les photoshoots. Il y a du monde qui parle en arrière. On est en train de parler à son équipe en même temps. C'est un peu chaotique. Je vais laisser Sonia un peu revenir sur les points, mais je voulais un peu résumer celle-là. Elle nous présente deux nouveaux modèles là, avec deux nouvelles couleurs. Je passe à la prochaine. J'aimerais ça réussir à faire une vidéo dans laquelle je permets aux gens de découvrir qu'on a créé un produit qui change littéralement des vies, mais sans avoir l'air de trop se péter les bretelles. Ouais, non, à y repenser, je pense qu'on va être fiers puis on va s'en vanter. Je te présente l'onguent des lunes, un onguent 100% naturel qui a été conçu pour soulager les douleurs en lien avec les menstruations. Ce qu'on n'avait pas prévu au départ, c'était à quel point les gens allaient l'utiliser aussi pour autre chose et avoir du succès
Donc, on a plein de clients qui l'utilisent pour des douleurs arthritiques, des douleurs musculo-squelettiques. On a des gens qui ont même du succès avec de l'endométriose. Je coupe ici, mais encore une fois, ici, c'est l'entreprise Les Mauvaises Herbes. Donc, on s'entend qu'ils nous présentent un nouveau produit. Un peu la même chose, finalement, mais dans un contexte différent, avec un petit peu plus de montage. Ici, clairement, sont plus habitués sur le montage, sur ces trucs-là. C'est un contexte, on va dire, qui est un peu plus dynamique, mais même chose, on nous présente un produit par une des fondatrices de l'entreprise. Et je termine sur un troisième. La fin d'année approche et on vous a préparé les parfaits petits kits cadeaux de papeterie à offrir à un enseignant ou une éducatrice. C'est des petits kits thématiques qui sont déjà tous prêts à offrir. Donc, je te montre nos plus populaires. Premièrement, on a le Monstera qui vient avec un bloc-notes et des post-it et des crayons. On a le Océan aussi qui est toujours un très bon vendeur. Un nouveau pour le printemps, c'est le Lila. Voilà. Donc, petit résumé, c'est Laurence de la papeterie Blueberry qui nous présente ses nouveaux produits. Aussi simple que ça peut pas être un contexte plus simple, c'est sa caméra sur un trépied avec des produits en arrière, puis elle nous présente tout ça. Ça, là, ça marche tellement bien, puis Victor, tu pourras acquiescer, j'espère, qu'on force en ce moment tous nos clients à faire ça. C'est super simple, le montage n'est pas toujours parfait, c'est pas des acteurs qui sont habitués de parler dans la caméra, mais que ça vend, que ça marche, que les gens connectent. Puis il y a Marianne qui dit « J'ai vu cette pub des Mauvaises Herbes et j'ai beaucoup aimé. » Voilà. Très bon exemple. Merci, Marianne, de prouver notre point. J'aimerais ça réussir à faire une vidéo. Voilà, j'essaie de changer de slide sans que toutes les vidéos s'activent. Sonia, pourquoi est-ce que ça marche, ce genre de vidéo-là? Parle-nous-en, je t'en prie. Ben ça, c'est sûr. C'est un petit peu le même principe que pour les anecdotes et tout ça. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça fonctionne. Oui, la curiosité, comme on en a beaucoup parlé, l'émotion, comme avec Lika, comme c'est moi qui l'ai vu la pub, puis je te l'ai envoyé, puis j'étais comme, hey, elle marche-tu bien celle-là? Parce que pour vrai, bon, là, c'est drôle. Vous avez vu ma réaction quand Charles l'a reparti, puis je suis juste comme, mais voyons, c'est bien drôle. C'est de l'authenticité, justement, c'est beaucoup d'émotions. On voit le behind the scenes, tout ça, ça amène un lien de confiance et tout. Un lien de proximité aussi avec l'entreprise. Puis ça, tu disais que c'est pas des acteurs. Allô, là, je pense qu'on peut mettre Marie comme étant une actrice. Là, elle est tellement bonne quand elle fait son contenu. Laurence s'en vient pas mal là aussi. Ça fait quand même un petit peu moins longtemps qu'elle se montre devant la caméra que Marie, mais je pense que on est là à ce niveau-là aussi. On montre plus que le produit aussi. On achète plus que le produit. Ça, c'est vrai de façon générale. C'est pas juste en FGC. Là. On achète plus que le produit. Fait que si vous parlez de votre histoire, les gens vont vouloir acheter vous ou acheter de vous au lieu de la compétition. C'est une autre façon aussi de montrer vos valeurs. Ça fonctionne très bien. Fait que, oui, je peux dire tout le pourquoi ça marche, tout est dans la slide là, mais la raison aussi pour laquelle on veut vraiment vous les montrer, c'est qu'il fonctionne, faites-en, n'ayez pas peur, soyez pas gênés, faites-le. Je pense que c'est pour ça qu'on les a mis là, right? Pour ça qu'on les a mis là. Oui, pitié. Puis je ne sais pas si, Victor, tu veux nous parler un petit peu des résultats de ce côté-là, qui force tous nos clients. C'est sûr que tout le monde le sait, là, d'un point de vue technique, la vidéo est essentielle parce que finalement, la diffusion des vidéos est très poussée par par Meta. Hein. Aujourd'hui, les contenus réels sont ceux les plus diffusés, donc c'est vraiment très nécessaire. Mais encore une fois, il y a vraiment un truc de se dire, passons le gap, de se dire, j'ai pas besoin de faire quelque chose de parfait, mais j'ai besoin de faire quelque chose qui me correspond et pas besoin de se comparer à des vidéos faites en studio, pas besoin de se comparer à des vidéos qui sont très construites parce que la réalité, c'est que des vidéos qui sont faites avec je parle en publicité, là, je ne vais pas me mettre à dos d'autres agences, mais des vidéos qui sont faites vraiment tournées avec des belles caméras et avec des beaux plans fonctionnent quand même moins bien, même toujours moins bien que ce type de vidéos-là qui sont directes, sur le point, vraiment très simple, bien construite. On voit directement l'authenticité, encore comme on l'a dit. Donc, n'hésitez pas à en faire et vous avez le droit de faire le test. Vous avez le droit d'en faire plusieurs petits trucs si vous voulez en faire. Vous pouvez en faire déjà une qui parle de votre produit. Et le petit hack, c'est de tourner différents hooks, donc les différentes accroches. Donc, l'accroche, c'est les 3 premières secondes de votre vidéo. Comme ça, vous pouvez déjà tourner une vidéo qui va être le script principal de votre vidéo. Et au début, vous pouvez changer avec différentes accroches qui vont toucher un peu différemment votre public, en parlant soit du bénéfice, en parlant soit du problème de votre audience. Donc, tout ça, ça vous permet de sortir plein de vidéos
et de leur tester avec différentes accroches. Mais testez-les, vous ne perdez rien à les faire, vous allez voir que ça va faire des très 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 bons résultats. Vraiment. En fait, pour vous partager un petit scoop, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on a commencé à se déplacer chez nos clients pour leur tordre le bras, métaphoriquement. On fait aucune violence physique, évidemment, mais pour leur dire, OK, tiens, caméra, téléphone, en fait, c'est aussi simple que ça. Go, on en tourne plein, on teste ça, et honnêtement, je dirais pas de faire que ça, parce qu'on le sait qu'en publicité, la diversité publicitaire, ça augmente tous les résultats, mais d'avoir des vidéos dans ces contenus, des vidéos de toi, ça performe pratiquement mieux que tout le reste, mais en tout cas, souvent, évidemment. C'est difficile de faire des absolus en pub, mais ça performe souvent mieux que le reste. Et secret, avant-hier, on allait justement en faire. Et au final, en 3-4 heures de temps, on a pu en sortir environ une trentaine, mais à chaque fois, en fait, avec différentes accroches. Et elles sont toutes pas parfaites, elles sont toutes pas excellentes, mais le fait d'en avoir plein fait qu'on va pouvoir savoir c'est quoi à la fin, ce qui a bien fonctionné, pouvoir en reproduire d'autres différemment. Donc, faites le test, ne perdez rien encore une fois, testez, s'il vous plaît. Cool. On va aller sur la partie un petit peu plus technique maintenant qu'on Yes. on voit un peu les pubs, qu'est-ce qu'on fait avec. Allons-y. Comment est-ce qu'on fait pour les tester concrètement dans le gestionnaire de publicité? Ouais, en fait, la question maintenant on a maintenant les différents angles qu'on va essayer, c'est voir comment on les intègre en publicité. Donc là, je vais parler spécifiquement de Meta. Déjà, ce qu'il faut définir, c'est quel est votre budget, parce que ça va dépendre comment vous allez les tester. On va un peu les séparer en 3 budgets, mais à la fin, ça va ressembler vraiment à 2 structures différentes de tests. En fait, les 3 budgets que vous pouvez avoir, c'est soit vous avez sur de l'Evergreen, donc des budgets mensuels, soit vous avez $2 000 par mois, soit vous avez entre 2 000 et 5 000 $ par mois, ou soit vous avez plus de 5 000. Et là, ça va dépendre combien de campagnes que vous avez. Si vous faites les choses bien, normalement, si vous avez moins de 5 000 $ par mois, vous avez seulement 1 ou 2 campagnes maximum. Si vous avez plusieurs campagnes, vous perdez un petit peu de temps et vous perdez un petit peu de résultats, parce que l'algorithme maintenant a besoin d'avoir vraiment beaucoup de conversions pour qu'il fonctionne bien. Donc, évitez d'avoir beaucoup de campagnes, vous allez avoir une principale de vente où là, vous mettez toutes vos publicités, vous allez chercher tous vos résultats grâce à cette campagne, et tout l'apprentissage se fait sur une campagne. Quand vous avez un peu plus de budget, c'est là où vous pouvez vous autoriser d'avoir plusieurs campagnes, pourquoi pas avec des objectifs différents, mais aussi avec des fonctionnements différents. Donc, pour parler de ça, on va d'abord commencer. Si vous avez un budget environ de 4 000 $ par mois, l'objectif, c'est d'ajouter votre publicité dans la campagne de vente directement. Comme je vous disais, vous n'avez normalement qu'une campagne. Vous laissez rouler quelques jours et vous surveillez que le budget se dépense bien. C'est bien sûr la chose la plus importante. Comme elle est mélangée aux autres, vous vérifiez que ça se dépense bien. Et ensuite, vous comparez les résultats de cette nouvelle publicité par rapport à la moyenne de ce que vous avez d'habitude. Un cas un peu… Ouais, c'est vraiment super ça. Un cas un peu plus concret. Donc là, vous avez une campagne, vous avez un ensemble de publicités. Alors, comme je dis, si vous faites les choses bien, une campagne, un ensemble de publicités, et vous avez toutes les publicités qui sont dedans. Là, tout simplement, vous allez l'ajouter dedans. Vous pouvez la nommer en mettant test, en mettant le nom de votre produit que vous vendez, et vous la mettez tout simplement dedans. Ensuite, après quelques jours de diffusion, vous regardez combien ça a dépensé. Normalement, on va essayer d'aller dépenser au moins plus de 100 $ sur cette publicité-là. Vous regardez c'est quoi les résultats et le nombre de ventes que vous avez avec cette publicité-là. Vous comparez c'est quoi son retour sur investissement par rapport aux autres publicités. Vous pouvez aussi vérifier c'est quoi son CTR. Donc, le CTR, c'est le taux de clic, donc le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions. Donc, ça, c'est les indices de savoir est-ce que votre publicité fonctionne. Par exemple, si on voit qu'il y a un CTR qui est pas très élevé, donc moins de 1%, là, ça veut dire peut-être que la publicité ne fonctionne pas bien. Si elle est à plus de 1%, 1,5, elle fonctionne bien, mais il faut regarder est-ce que elle vend. Si elle vend, c'est tant mieux, on va la garder. Et tout simplement, là, vous allez pouvoir faire le tri. Si elle a bien fonctionné, vous la gardez, vous enlevez celle qui ont moins bien fonctionné. Si elle ne fonctionne pas, là, vous pouvez l'arrêter. Et ça nous donne tout simplement aussi un indice de se dire, là, si cette publicité a bien fonctionné, je vais pouvoir la reproduire, mais d'une façon peut-être différente, en faire une variante en changeant la photo, en changeant l'accroche du texte. Donc, ça vous donne un indice comme, elle a bien fonctionné, je vais pouvoir en reproduire d'autres. Super. Donc, très simple finalement. J'ai une campagne qui tourne, je rajoute mes pubs dans ma campagne qui tourne, puis j'optimise à partir de là. Je n'ai pas de structure complexe à faire. C'est ça. Vraiment, de toute façon, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. Si vous avez un petit budget, allez vraiment au plus simple. L'algorithme est Meta est devenu tellement bon pour ça que évitez de vous trop mélanger beaucoup en faisant plusieurs campagnes et tout. Si vous avez un petit budget, gardez simple. Si vous avez
un budget un peu plus gros, bah là, ça peut être intéressant de segmenter avec une campagne de test pour vraiment tester les publicités et pouvoir d'aller chercher des infos un peu plus dans cette campagne. Donc là, vous séparez à ce moment-là votre campagne de vente. Vous avez vos campagnes de vente que vous avez avec cette campagne test. Le but de ça, c'est de s'assurer que ça dépense vraiment sur chaque publicité et comme ça d'avoir des indices un peu plus poussés sur si ça a fonctionné ou pas et d'avoir des données un peu meilleures. Dans le cas concret, là, pour vous donner un exemple, donc pour bien fonctionner, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir donc cette création, donc cette campagne qu'on va appeler une campagne test, avec un budget en ABO. Donc, un budget en ABO, c'est le budget est géré dans l'ensemble de publicité. C'est pas la campagne qui gère tout le budget. Vous ne donnez pas un budget à la campagne, vous donnez un budget par ensemble de publicité. Donc là, vous définissez un budget journalier test pour chaque ensemble. Ce que je conseille, c'est d'avoir environ 15-20% de votre budget total pour cette campagne test. Vous, dans tout ce qui est ciblage, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de mettre toutes vos audiences froides et tièdes dans le ciblage de cette campagne, mais d'exclure les acheteurs. Parce que si vous allez que sur du froid pour une campagne test, bah, il risque de pas avoir assez de conversion et donc vous n'allez vraiment pas savoir si ça fonctionne vraiment bien ou pas. Si vous allez que sur du reciblage, bah là, ça peut être un peu surestimé parce que vous allez cibler les gens qui vous connaissent déjà et donc vous ne savez pas si ça va. Donc, je vous conseille, comme c'est une campagne test, de aller sur du ciblage froid et tiède en excluant les acheteurs. Ensuite, bah, dans chaque ad set, vous ajoutez, dans chaque ensemble de publicités, vous ajoutez une publicité seulement, pas plusieurs. Vous ajoutez juste une publicité avec un budget défini. Et comme ça, vous êtes sûr que ça va bien dépenser. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas les diffuser tout en même temps, comme sinon ça risque de faire un gros budget d'un coup, mais d'aller, par exemple, une publicité tous les 3-4, un ensemble de publicités que vous activez tous les 3-4 jours. Et ensuite, vous changez au fur et à mesure pour pas avoir beaucoup de dépenses, mais de le faire chacun son tour et d'avoir cette campagne test avec un budget déjà défini d'environ 20%. C'est cool. Après quelques jours, ce que vous pouvez voir, c'est un peu regarder, déjà, est-ce que ça a dépensé au moins 4 fois votre CPA moyen, donc votre coût par achat moyen. Donc, ça va dépendre de votre habitude. On peut dire au moins 150, $200. Et analyser les résultats avec différents points. Donc, encore une fois, le ROAS, le coût par achat, le CTR, des données aussi qui peuvent être intéressantes à avoir. Ça peut être aussi le hook rate. Donc, c'est quoi le pourcentage de personnes, si c'est une vidéo, qui ont regardé plus de 3% de la vidéo. Que ça vous donne une idée si votre accroche elle fonctionne bien. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être qui sont intéressantes à regarder. Si votre publicité fonctionne bien, si vous avez un coût par achat qui est bon, excellent. Vous pouvez comme ça ajouter cette publicité dans votre campagne de scaling, donc votre campagne de vente principale et votre campagne d'acquisition froid, si vous avez aussi une campagne d'acquisition à froid. Il faut vraiment se dire que l'objectif de ça, c'est aussi d'éviter que si vous ajoutez cette publicité-là directement dans votre campagne principale, là, vous allez peut-être voler du budget pour une publicité peut-être qui ne fonctionne pas bien. Et d'un côté, l'inverse, ça peut être que vous allez mettre une publicité là, mais que Meta ne va pas assez mettre de budget dessus, donc vous ne saurez pas si elle a bien fonctionné, alors que vous avez l'opportunité de le faire vu que vous avez un plus gros budget. Et par rapport à ça, là, vous pouvez ensuite dupliquer le concept, dupliquer l'angle publicitaire, comme on vient de le dire tout à l'heure, en fait, juste avant pour quand vous avez un budget un peu plus petit, mais là, avec un budget un peu plus gros, là, vous pouvez dire, je peux refaire le concept, je peux refaire l'angle publicitaire, la maquette d'article de presse, ça fonctionne bien, je vais pouvoir changer la croche, je vais pouvoir changer les photos. Ça vous permet d'en avoir des multiples variantes qui, même avec des micro-changements, peut apporter de bons résultats. Donc, voilà, un peu pour le côté technique. Avant d'aller au prix présent, donc finalement, si on résume, petit budget, on rajoute dans nos campagnes, gros budget, au-dessus de 4-5 000 $ par mois. On vient tester individuellement chaque pub pour être certain qu'ils ont leur chance d'être testés. Voilà. Puis je pense que ça fait un bon résumé. C'est sûr que clairement, plus on est capable de donner la chance à nos pubs d'être testés, plus on fait des tests pour vrai. Il y avait des petites questions dans le chat de Marie-Pierre et Martine. Je ne sais pas si ça a été répondu. Il y a Marie-France, qui dit après combien de jours on peut déduire que ça ne fonctionne pas? Hein? Ouais, ça vraiment, en fait, l'indice, je ne parlerai pas forcément en jours, je le dirais plus en termes de budget dépensé. Donc, encore une fois, ça va dépendre, comme j'ai dit, de si vous avez un budget à moins de 4 000 ou un budget à plus de 4 000. C'est être sûr qu'il y ait assez de budget qui soit dépensé dessus. Parce que
ça ne nous donne pas vraiment d'indice. Si c'est une publicité elle est là depuis une semaine, mais qu'il y a eu seulement $20 de dépensés dessus, bah, vous ne savez pas vraiment si ça va vraiment bien fonctionner. Comme je l'ai dit, je trouve que le $100, $150 est quand même plutôt parlant et assez facile. C'est comme une donnée facile à savoir. Donc, c'est ça que je vous conseille de regarder le montant dépensé. Finalement, si vous êtes habitué d'avoir, là sur la capture d'écran, on voit coût par achat de 27,98 $ par exemple. Si vous êtes habitué d'avoir un coût par achat dans ces eaux-là, disons, ben, vous pourriez attendre comme un 50, 75, $100, ça ferait comme l'équivalent de 2, 3, 4 achats. Ouais. Puis c'est déjà un bon début pour savoir si c'est des bons résultats. C'est sûr que dans un monde idéal, si on voulait faire un bon test, il faudrait mettre des milliers de dollars pour être certain qu'à l'échelle, etc. Mais là, on est dans des campagnes publicitaires, il faut agir plus vite que ça. Donc, on prend ces décisions-là assez rapidement. Dès qu'on voit qu'il y a eu la dépense dessus, que ça a eu le temps de se prouver, si ça s'est prouvé, on les garde. Si ça ne s'est pas prouvé, on les enlève, tout simplement. Il y avait une autre question. Ben, avant de passer aux questions, dans le fond, on avait un petit prix de présence à faire tirer, puis après ça, on va répondre. Là, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Puis d'ailleurs, si vous nous écoutez en rediffusion, vous pouvez les mettre dans les commentaires aussi, n'hésitez pas. On avait 3 petits prix de présence à faire tirer. Donc, c'est tout simple, dans le fond, sur ce code QR-là et sur le lien que je vais mettre dans le chat. On a un petit formulaire à remplir si vous voulez participer. Dans le fond, on va faire tirer auprès des participantes et participants 3 petites vidéos, commentaires sur tes publicités. Donc, ça se fait très simplement. Tu remplis le petit formulaire. Si tu gagnes, on va t'écrire. Et si tu as des publicités qui sont déjà actives, nous, on va aller les voir et les commenter. Donc, une petite vidéo de notre part selon les points les plus importants qu'on voit, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui pourrait être testé. Si tu as des publicités qui ne sont pas encore publiques, tu vas pouvoir nous envoyer le lien pour qu'on les regarde et qu'on les commente aussi. Finalement, ça va être nos retours express pour que tu puisses avoir les meilleurs résultats possibles. Martine demande publicité payante, absolument. C'est sûr qu'idéalement, c'est de la pub parce que c'est vraiment notre spécialité. Mais honnêtement, si tu veux participer, si tu as des choses qui s'apparentent à de la pub, mets-les. Puis si t'es tiré, ben, on regardera qu'est-ce qu'on peut commenter, qu'est-ce qu'on peut t'aider de ce côté-là avec grand plaisir. Donc, le code QR est là. C'est dans le chat aussi. Et je vais le laisser pendant qu'on passe aux questions. Je vais remonter un petit peu. Il y avait de Marie-France qui posait une question. Oui. Est-ce qu'il y a un... Oui. Vas-y. Ben, je pense que tu peux la mettre si tu la vois. Est-ce qu'il y a un nombre de publicités recommandées par campagne? Bonne question. Victor, veux-tu nous répondre à ça? C'est une bonne question. Malheureusement, la réponse, ça va être toujours par rapport au budget parce que une budget qui dépense, on va dire, moins de 5 à 10 $ par jour, elle vous apporte plus vraiment de données assez intéressantes. Sur des campagnes, maintenant, les campagnes qu'on appelle les campagnes ASC, qui sont les campagnes maintenant presque obligatoires sur Meta, parce que c'est les campagnes qui vont toucher un peu plus de monde. Meta recommande d'en avoir 20. Je trouve quand même ça un peu beaucoup si vous n'avez pas un gros budget, si vous n'avez pas plus de 150 $ par jour, mais c'est le nombre qui est recommandé par Meta d'en avoir toujours 20 en diffusion, mais la réponse est finalement toujours avec vos données. S'il y a toujours assez de budget qui est dépensé dessus journalièrement, si vous avez toujours des ventes, si vous avez toujours des clics dessus, votre réponse, ça dépend beaucoup quand même de chaque compte publicitaire. Très cool. Merci pour la réponse. Je vois déjà qu'il y a 13 personnes qui ont rempli le formulaire. Je m'attendais pas à autant. C'est super cool. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On va rester encore quelques petites minutes le temps de conclure. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Sinon, si vous écoutez le replay, allez-y dans les commentaires. Il y a Marie-France qui demande pour du e-commerce, c'est quoi le ROS qui est bon sur le marché? Ouais, je vais pas être le meilleur pour les réponses, mais ça dépend beaucoup aussi de tes produits. Ça dépend aussi de ta stratégie parce que finalement, le ROAS est une donnée qui est donnée par Meta, mais en fait, si vous êtes plus dans l'idée d'acquérir beaucoup de nouveaux clients, bah là, le ROAS n'est pas forcément quelque chose qu'il faut regarder parce que si vous allez chercher beaucoup de monde à froid, bah, au final, c'est pas grave si vous avez un ROAS qui est bas. Mais si au contraire, bah, vous êtes plus dans une stratégie de non, je veux vraiment essayer aller chercher plus de bénéfices, bah, ça dépend aussi de ça. Donc, je suis d'accord avec un point par contre, c'est que ça change beaucoup à chaque année. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est de pas tant le regarder, hormis pour comparer vos publicités à l'intérieur de vos campagnes. Donc, c'est un bon outil si vous voulez comparer vos publicités en disant bah, c'est quelle publicité qui fonctionne le mieux, comme en fait le coût par achat et le CTR. Ça, c'est des bonnes choses pour comparer. Mais en termes de données principales pour savoir si vos publicités fonctionnent bien, je ne vous conseille pas trop. Je vous conseille plutôt de regarder le MER,
qui est en fait finalement tous vos revenus de votre boutique par rapport à vos dépenses totales en marketing. Si vous avez par exemple quelqu'un qui travaille aussi, qui vous aide pour faire le marketing, une agence aussi, vous mettez tout ça dans les frais et vous mettez tous vos revenus. Parce qu'au final, le ROAS est comme trop difficile. C'est genre des fois c'est surestimé, mais des fois c'est sous-estimé parce que si quelqu'un va sur votre site commerce et qu'il n'accepte pas de mettre les cookies de témoins, on ne le suit plus. Donc, servez-vous seulement pour comparer vos campagnes à l'intérieur de vos campagnes, mais pas pour votre stratégie globale de publicité. Très bien dit. Dans le fond, c'est très, très important. Tu sais, finalement, on veut que nos pubs, ça allait te générer des ventes additionnelles et pas juste générer des ventes qui auraient eu lieu anyway. Puis se fier juste au retour sur investissement, l'angle mort de ça, c'est que les publicités peuvent rejoindre des gens qui vont cliquer sur la pub et acheter, puis ces gens-là auraient pu acheter de toute façon. Tu sais, des gens qui sont déjà fans de ton entreprise, des gens qui ont déjà acheté, puis qui sont déjà sur le point de refaire un achat, puis là, ils voient ta pub et ils disent « OK, au lieu de faire mon achat la semaine prochaine, je vais le faire aujourd'hui. » Ben oui, on a influencé son achat grâce à la pub, mais est-ce que ça t'a créé une nouvelle vente? Pas vraiment. Puis l'angle mort du ROAS, c'est que si tu te fies juste à ça, tu pourras aller chercher tous les gens qui allaient acheter de toute façon, puis de générer des ventes avec ça. Facebook va te dire « T'as un super retour, bravo, youpi! » Puis à la fin de la journée, tu coupes tes pubs, tes ventes ne diminuent pas parce que ces gens-là auraient acheté de toute façon. Donc, c'est pas une métrique qu'il faut se fier toute seule. C'est dans un contexte, c'est dans le reste. C'est sûr qu'on veut avoir le retour sur investissement le plus élevé possible, mais cette donnée-là, trackée par Meta, est limitée en tant que telle, finalement. Complètement. Cool. Est-ce qu'il y avait peut-être une dernière question avant qu'on quitte? Ouais, moi j'avais une question de Nicole qui demande c'est quoi le pourcentage d'un bon CTR. J'aurais une réponse à ça. Je trouve quand même que ça paraît pas beaucoup, mais quand on dépasse les 1%, 1,5%, ça commence à être bon. En dessous de 0,5%, vous pouvez l'enlever. Ça veut dire qu'elle fonctionne vraiment pas. Si vous êtes en dessous de 1%, ça dépend. Si on s'approche de 1%, ça va là, mais je dirais que le 1% est quand même bon. Il y a toujours, bien sûr, j'ai envie de dire, mais ça peut avoir un CTR très bas, mais si au final il y a beaucoup de ventes, tant mieux. Mais normalement, ça va quand même avec si vous avez un bon taux de clic. On parle par exemple du CTR, du taux de clic sur le lien, pas du CTR, le taux de clic sur la publicité quand je parle des 1%. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Le CTR sur votre publicité, lui, il est souvent très élevé. Il peut être à 2,5-3%. Mais ça peut être quelqu'un qui clique juste sur le visuel ou qui clique juste sur voir plus. Et moi, ce que je parle, c'est du CTR, clique sur le lien, qui lui, faut qu'il soit autour des 1%, parce que c'est le nombre de personnes qui vont cliquer pour aller sur votre site. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Cette colonne-là, on l'a mis dans une des captures d'écran. On voit CTR, taux de clic sur le lien, c'est le bon taux de clic. Si c'est juste écrit taux de clic ou juste CTR, c'est que c'est le taux de clic général sur la pub. Puis on en voit ici, on dépasse le 3%, c'est vraiment très très bien, 1,03. Si ça vend, c'est correct. Si ça vend moyen, on se fie aussi au CTR pour regarder tout ça. Voilà. Je veux juste répondre à Martine qui dit « Ouf, trop de technique. » Oui, pour moi aussi. C'est sûr que l'optimisation publicitaire, c'est un travail. Si jamais, Martine, ça peut te simplifier la tâche, commence par regarder est-ce que ça vend. Si ça vend, moins nécessaire de regarder le reste. Si ça vend, écoute, tant mieux, les résultats sont là, puis c'est ce qu'on souhaite. C'est pour ça aussi qu'on ne regarde pas 150 stats en même temps, parce que finalement, c'est de l'analyse plus poussée pour voir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut optimiser. Mais si tu as des ventes, on aime ça. Je vois qu'il y a, je vais vous dire ça, on est à 20 participations, c'est quand même fou pour le tirage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous revenir genre demain ou lundi avec ça. Vous pouvez... à vous inscrire encore là, si vous avez le lien et que vous étiez là. Par contre, c'est vraiment uniquement pour les personnes qui étaient en live. Donc voilà, peut-être qu'on le fera la prochaine fois. Si jamais vous avez manqué votre chance, que vous écoutez le replay, on pourrait refaire ça la prochaine fois. Donc, manquez pas notre prochain webinaire. Cool! Donc, je vais arrêter ceci. Merci beaucoup à tout le monde qui ont été là. On a dépassé une petite 50aine de personnes. Je pense que le email avec le lien s'est envoyé, puis il y a des gens qui l'ont reçu après 11 heures. Donc, on a sûrement des gens qui vont nous écouter aussi en rediffusion. Merci Sonia, merci Victor de vous être prêté au jeu pour ça. Merci aussi beaucoup aux personnes qui sont là. Merci Marianne dans le chat. Si jamais vous avez des questions en replay, les commentaires sont là pour ça. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire, visiter notre site, tout ça. Puis, on fait des webinaires à tous les mois. Donc, il y en a un autre qui arrive le mois prochain. Si vous êtes en vacances, il va y avoir une rediffusion aussi. Donc voilà, passez une super belle journée. Content que ça n'ait pas planté à cause de la pluie. Puis, on se reparle très bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, bonne journée.